Remettre les femmes et les hommes au cœur du projet architectural, leur laisser la place aussi de penser leur habitat ou de le copenser, de continuer à le transformer. Merci Christophe Hutin d'être avec nous. Vous êtes architecte et commissaire du pavillon français à la 17e Mostra internationale d'architecture de Venise qui se déroule actuellement. Un pavillon où vous avez placé donc les communautés au cœur de votre réflexion architecturale. Est-ce que vous aviez la volonté de dire que l'architecture doit être un projet collectif avant tout ? Bien sûr, vous avez bien compris le contenu, le message de l'exposition. À côté des architectes stars aussi, qu'on voit faire aussi les choses un peu tout seul. C'était ça aussi sans doute l'idée ? C'était en tout cas le souhait de remettre l'humain, les habitants au cœur des procédures d'architecture, de fabrication de nos villes et de nos bâtiments, pour qu'ils soient plus efficaces, pour qu'on s'y sente mieux, qu'on vive mieux dans ces bâtiments et qu'on vive mieux ensemble, puisque c'est le thème général de la Biennale. Oui, c'est la question qui est posée. Comment vivrons-nous demain ? Et vous avez décidé en fait d'abord de regarder le présent et de voir ce qu'on peut faire avec ce présent. C'est clairement ça. Exactement. Je n'ai pas souhaité avoir un propos spéculatif ou prospectif. J'ai vraiment voulu questionner le réel, le présent, la façon dont nous vivons, puisque je considère que l'actualité, la façon dont les gens habitent au quotidien, porte en lui probablement les bonnes réponses au vivre ensemble de demain. Alors quand on questionne le réel justement, quand on va voir les gens, quand on leur parle, parce que c'est ça aussi que vous dites, un architecte il doit mener une enquête de terrain, il doit aller voir aussi comment les gens vivent déjà dans un endroit précis. Quelle réponse on obtient en général, ou alors est-ce que c'est toujours très différent ? C'est toujours très différent, bien sûr, puisque ce qu'on recherche, c'est trouver des réponses spécifiques, un petit peu uniques, singulières à la façon dont les gens habitent, aux situations habitées. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'augmenter notre connaissance sur les sujets sur lesquels on travaille. Et plus on augmente nos connaissances, peut-être moins on construit, et plus on est efficace et au service des projets des habitants qui doivent avoir le bénéfice de ce travail. On a l'impression qu'en architecture, c'est vraiment ça qui est dans l'air du temps aujourd'hui. On a reçu ici Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, les prix Pritzker 2021, avec qui vous avez travaillé justement sur la réhabilitation, la transformation de 530 logements dans le quartier du Grand Parc à Bordeaux. On voit justement ces images actuellement de cet habitat. En fait, l'idée, c'est de transformer et de ne pas faire table rase du passé. Notamment sur ces grands ensembles des années 60-70. Exactement. Je pense que vous avez reçu Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal qui ont dû vous expliquer parfaitement ce propos que nous partageons depuis de nombreuses années. Et nous nous attachons effectivement à considérer l'état des choses, la façon dont les gens vivent et partir que ce soit le point de départ de tout projet. Voilà, on pense qu'il faut faire l'architecture en considérant l'histoire des habitants dans leur situation habitée, ne pas l'annuler, ne pas l'effacer, mais bien au contraire s'en servir comme une ressource pour prolonger cette histoire. C'est un work in progress. Un work in progress, ça c'est aussi une des signatures de votre pensée et de votre travail. Justement, quand on va à Bordeaux, on a ces 530 logements dans ces grandes bars, qu'on va voir les gens. Qu'est-ce qu'on a comme réponse ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Est-ce qu'ils veulent continuer à habiter là où ils vivent ? On voit d'ailleurs comment c'était avant et après. On voit que vous avez rajouté en fait des terrasses, des verrières aussi. Enfin, l'habitat a été agrandi. C'est ça qu'ils voulaient en fait ? Oui, disons que c'est la rencontre entre peut-être notre compétence d'architecte et la performance des habitants. La performance des habitants, c'est la façon dont ils ont habité dans ces logements depuis 50 ans. Ils en ont pris soin avec une attention incroyable. Ils ont fait des mondes incroyables à l'intérieur de ces bâtiments. Ces bâtiments sont très négativement connotés en France, on ne les aime pas. C'est pour ça qu'on les démolit d'ailleurs. L'expérience de rentrer dans ces appartements, dans ces 530 mondes incroyables, change le regard et la perception. C'est pas une masse inerte ce bâtiment, c'est 530 familles qui vivent là depuis 50 ans, qui apportent un soin, un plaisir de vivre dans leur quotidien, qui rend cette architecture très impressionnante pour moi. Et c'est au service de ça qu'on travaille. Et une poésie aussi, parce que vous le dites, hein, il y a de la poésie aussi dans votre travail. En tout cas, il faut la percevoir et peut-être la faire découvrir aussi aux habitants parfois. Bien sûr, et il y a beaucoup de vie, de dynamique du vivant, et c'est ça que vous probablement qualifiez de poétique, c'est-à-dire c'est toute l'expression de la complexité du monde et des parcours de vie dans ces immeubles, et c'est ça qui nous intéresse. Alors, votre questionnement et vos réflexions sur l'habitat, je crois qu'ils sont nés en fait de votre voyage à 19 ans
en Afrique du Sud. Vous êtes parti là-bas, je crois, pour travailler pour l'ANC, Nelson Mandela, pour son parti. Et vous avez été logé, je crois, dans le township de Soweto. Et là-bas, vous avez vu en fait qu'on pouvait construire un habitat, une petite maison avec quelques tôles et qu'on pouvait la construire en quelques heures. Et quand vous êtes rentré en France et que vous avez intégré votre école d'architecture, là, ça a été un choc, non? Entre les grandes théories et ce que vous aviez vu, quoi, là-bas. Il y avait effectivement un décalage entre mon expérience originelle et l'enseignement académique que j'ai reçu. Néanmoins, je pense que c'est la rencontre des deux qui est intéressante. Et, il faut avoir des connaissances de notre discipline, de l'histoire de l'architecture, évidemment, pour en maîtriser les enjeux, les évolutions, les progrès. Et en même temps, il fallait aussi avoir cette expérience empirique qui relève de l'autoconstruction et qui relève pour moi de l'improvisation. Et c'est un thème qui m'accompagne dans mon travail depuis ces origines, depuis ces expériences-là originelles. Et effectivement, j'essaie de travailler de façon improvisée et non pas planifiée, de telle façon à ce que l'architecture soit très précise pour les gens dans les réponses et en même temps indéterminée sur l'usage et sur la vie qu'elle va offrir aux gens à l'intérieur. Là, vous devez effrayer plein d'architectes. Hein. J'en connais quelques-uns qui sont justement très à cheval sur la minutie, la précision. J'imagine que c'est ce que vous faites aussi, mais parler d'improvisation en architecture, c'est rare. Ben écoutez, ce mouvement a existé en musique au XXe siècle avec l'émergence du jazz, dans lequel les musiciens sont constitutifs de l'œuvre dans leur performance. John Cage a inventé la partition ouverte. On essaye un petit peu en architecture d'engager ce mouvement-là aussi, c'est-à-dire de retrouver de la liberté et un petit peu que les habitants aussi puissent être constitutifs de l'architecture dans son usage en tout cas. De la free architecture. Donc. Exactement. Alors, vous parliez tout à l'heure des work in progress, des chantiers, du travail qui continue, qui est toujours en cours. Comme vous parlez des bâtiments sur lesquels vous travaillez, laissez là donc la place aux habitants, à la vie aussi, au désir de ces habitants, tout simplement. Dans le livre qui est publié aux éditions de la Découverte, qui justement revient sur le travail que vous avez effectué pour la Mostra de l'architecture à Venise, les communautés à l'œuvre, vous revenez sur Hanoï et ses excroissances incroyables qui ont été, je crois, si j'ai bien lu, fabriquées par les habitants eux-mêmes sur des façades d'immeubles assez classiques. En fait, il y a des excroissances un peu partout comme ça. Et ils se sont construits des pièces en plus, quoi. Exactement, j'ai découvert dans la banlieue de la première couronne de Hanoï que les immeubles modernes de logement qui ont été faits à partir des années 50-60 ont été sujets à une culture populaire d'augmentation par des rajouts de pièces par l'extérieur, pluguées comme ça, greffées sur la façade. Et finalement, les gens ont fait ce qu'on a cherché à faire à Bordeaux, ils le font depuis 40 ans, mais de façon individuelle. Nous l'avons fait de façon institutionnelle, sur un chantier de grande ampleur, et on le voit ici à l'échelle individuelle. Alors on voit les images, justement. Oui, la ville d'Hanoï où l'ensemble des immeubles ont été agrandis de cette façon-là. Donc j'ai fait tout un travail de recherche, j'ai voulu documenter ce processus, puisque dans l'exposition, j'essaie de mettre des situations miroirs pour savoir comment, d'un point de vue critique, elles peuvent se renseigner les unes des autres. Voilà, on a toujours à apprendre des cultures qui ne sont pas les nôtres, des cultures lointaines. Et c'est ça que voilà, je suis aussi le résultat de cet apprentissage en Afrique du Sud. J'ai appris l'architecture en Afrique du Sud, je peux le dire. Et j'essaie d'apprendre tous les jours, au quotidien, dans les rencontres et les communautés que je rencontre et qui sont à l'œuvre, elles aussi, au quotidien. Et bien, c'est ce qu'on voit dans ce livre, justement, publié à la Découverte. Merci, Christophe Hutin, d'avoir été avec nous pour nous expliquer que les endroits que vous fabriquez, que les gens fabriquent, sont des endroits pour vivre et pas forcément des prouesses esthétiques, si j'ai bien compris. Merci à vous. Merci à vous.